L'art ferait-il de nous des êtres humains ? Une grande question qui est à la fois une question philosophique, une question qui interroge sur l'art et aussi sur l'humanité, bien entendu. Alors nous sommes heureux de recevoir et d'entendre à l'occasion de cette réflexion Jean-Paul Jouary qui est philosophe, qui a écrit je crois 33 livres, dont plusieurs, peut-être vous me direz, le chiffre est peut-être inexact, dont plusieurs sur la question de l'art dans la préhistoire. Alors j'en cite quelques-uns parce qu'ils sont nombreux. L'art paléolithique, réflexion philosophique, un autre qui s'intitule Préhistoire de la beauté et l'art créa l'homme, c'est un titre merveilleux. Un troisième qui s'appelle Le futur antérieur, l'art moderne face à l'art des cavernes. Et un quatrième, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, l'art paléolithique, spectacle au pluriel immersif, qui est beaucoup plus récent. Celui-ci date de 2022, je crois, il est très récent. Voilà. Et puis Jean-Paul Jouary, vous êtes, alors vous me direz là aussi si je dis une erreur, commissaire pour le musée Lascaux. Voilà, et donc vous êtes à la fois philosophe avec une vision générale, on y reviendra peut-être sur les différents philosophes au cours de l'histoire, mais avec cette grande connaissance de l'art dans la préhistoire. Donc merci beaucoup d'accepter le principe de cet entretien Bloomtime. Il s'agit du 6e podcast Bloomtime consacré aux arts de vivre, et nous avons la chance de le réaliser dans un endroit que vous aimez bien, qui est la Nièvre, au cœur de la Bourgogne, dans un petit village. Voilà, donc merci de nous recevoir là où vous aimez bien vivre, c'est important aussi. Alors, je me permettrai peut-être de commencer par une question naïve, mais en même temps peut-être un peu provocante ou à rebrousse-poil, je ne sais pas. Enfin, vous nous direz. Quand on pense à l'art de la préhistoire, on pense à l'art des grottes de Lascaux. De manière plus spontanée, on pense à ces illustrations de chevaux, d'aurochs, de cerfs, d'ours, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Est-ce que c'est vraiment de l'art ? C'est-à-dire, pour commencer, est-il possible de qualifier, puisque vous avez beaucoup écrit et travaillé sur ces sujets-là, est-ce qu'il est possible de qualifier ce que d'aucuns, malveillants certainement, pourraient considérer comme des dessins, peut-on les qualifier d'œuvres d'art ? Et ça ouvre aussi une question sur la définition de l'œuvre d'art. C'est une question un peu difficile pour commencer, mais oui, voilà. C'est une question difficile. Voilà. Les questions suivantes seront plus simples. C'est-à-dire que l'art paléolithique a été d'abord beaucoup étudié par des préhistoriens professionnels qui sont formés avec des techniques de datation, une reconstitution de toutes les gravures, de toutes les peintures, des sculptures, etc. Et il y a 1 sur 2, on peut dire, dans la tradition depuis le début du XXe siècle, à considérer que c'était de l'art, et 1 sur 2 à considérer que c'était alors qui de la religion, qui du chamanisme, qui une magie de la chasse, mais pas de l'art. Donc des préhistoriens très connus encore aujourd'hui, considèrent que ce n'est pas de l'art. Alors moi je me place d'un point de vue philosophique, même si ça fait des décennies et des décennies que je travaille avec des préhistoriens, et y compris dans les grottes. D'un point de vue philosophique, la question de savoir ce qu'est l'art suppose déjà qu'on le distingue de la technique. Dans les deux cas, il y a une technique. Nos ancêtres, il y a 2 800 000 ans à peu près, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, ont fait des premiers outils intentionnels qui sont une médiation culturelle essentielle. Parce que entre dire j'ai faim, je mange un animal qui passe, ou un végétal, et dire j'ai faim, donc je vais tailler du silex, ça suppose que dans la conscience, même embryonnaire, il y a cette idée que je vais transformer de la matière inerte qui va me servir ensuite à découper quelque chose qui va me nourrir. Donc, ça, c'est un outil. C'est l'outil. Ça, c'est de la technique. Ce qui est intéressant, c'est que quand nos ancêtres lointains regardent un outil qu'ils ont fabriqué, ils ont l'intuition d'eux-mêmes en tant qu'ils ont des besoins objectifs extérieurs à eux-mêmes. On s'aperçoit que même il y a 200 000 ans, donc au moment des Néandertaliens en Europe, ces outils ne sont plus seulement utilitaires, et même avant. Ils ont des symétries qui ne servent à rien, ils choisissent des pierres colorées, etc. Ils sont entièrement, par exemple, symétriques, alors que pour tenir un outil, il vaut mieux qu'il ne le soit pas, surtout si c'est coupant. Et on s'aperçoit qu'il y a une sorte, ce que les préhistoriens ont appelé un plaisir détaché de la fonction. Donc, on peut dire que un plaisir spécifique
détaché de l'utilité immédiate, même médiatisée par un outil, apparaît bien avant notre espèce. Notre espèce en Afrique, elle apparaît il y a environ 200-300 000 ans, mais ici, c'est-à-dire là où il y aura les plus grandes œuvres d'art, il y en a partout dans le monde, c'est 35-40 000 ans, peut-être 45 000 ans. Je vous donne tout de suite ma devise personnelle qui peut chapeauter tout ce que je vais dire et tout ce que j'écris, c'est on ne sait jamais de quoi le passé sera fait. Parce que chaque fois qu'on travaille, en tant qu'historien et encore plus préhistorien, on découvre qu'on s'était trompé sur le passé. Donc on ne sait jamais de quoi le passé sera fait, me semble être un principe de prudence élémentaire. Donc tout ce que je dis là, d'accord. Les outils. Et puis on s'aperçoit que nos ancêtres, avant même que notre espèce arrive, en Europe et en Asie d'ailleurs, il y a des collections de bijoux, il y a la trace sur des cadavres d'ocre rouge qui visiblement procèdent d'un rituel peut-être mythologique, parce que des religions c'est encore autre chose, des croyances sur un au-delà, on leur met de la nourriture à côté, voilà. Mais on se dit que, voilà, un souci esthétique apparaît aussi dans l'outillage et dans la façon de s'habiller, etc. Avant qu'il y ait des œuvres d'art proprement dites. Alors, donc j'en viens à la question. Ce ne sont pas des œuvres d'art, pourquoi ? C'est ce que Kant, le philosophe, appelait la beauté adhérente, c'est-à-dire que, par exemple, le verre dans lequel je suis en train de boire, le verre rosé que vous avez eu l'amabilité de m'offrir, il est taillé de sorte qu'il n'est pas seulement utilitaire. Visiblement, on a ciselé le verre, on a fait une symétrie, on a fait des trucs. Les stylos à billes sont souvent aérodynamiques, pourtant ils ne passeront jamais le mur du son, etc. Donc, il y a de l'esthétique dans les objets utilitaires. Et ça commence avant les œuvres. Alors, pourquoi on peut dire que l'art des cavernes, l'art pariétal et l'art mobilier, les petites statuettes, etc., sont de l'art? C'est que dans les œuvres d'art, on prenait Lascaux, qui finalement est relativement récent, ça a 20 000 ans. Maintenant, les premières œuvres connues, maintenant c'est en Indonésie, 42-45 000 ans. Et Chauvet, 32-33 000 ans. Ces œuvres-là, quand on les contemple, quand on les regarde, nous, on ne voit rien d'utilitaire. D'autant que ces œuvres sont placées à des endroits où personne ne va jamais, quasiment. Souvent, c'est 200 mètres sous terre, puis il n'y avait pas de lumière, etc. Donc, l'exécution de ces œuvres relève d'une pratique culturelle qui non seulement n'a rien d'utilitaire, mais qui renvoie non pas à une imitation, parce que chaque tradition, chaque région a ses styles, la façon de montrer la perspective des pattes d'un animal, ou la façon de procéder au tampon, ou avec des minéraux qui permettent de mettre de la couleur. Mais il y a quelque chose qui relève de l'émotion. Ça veut dire que lorsque nos ancêtres regardent leurs œuvres qu'ils viennent de faire, qu'ils ont faites, que d'autres ont fait 1000 ans avant, ils ne voient pas quelque chose d'extérieur à eux, c'est une œuvre qu'ils ont faite et qui renvoie à leur intériorité. Et si on... Ça n'est pas comme une photographie, c'est ça ? Il ne s'agit pas d'objectiver quelque chose. C'est quelque chose qu'ils ont en eux et qu'ils veulent exprimer. Une subjectivité d'une certaine manière. Et puis ça a l'air très compliqué parce que la plupart des œuvres de Lascaux, par exemple, sont des animaux qui ne sont pas chassés ou qui sont chassés peut-être, mais c'est une toute petite partie des animaux environnants. Il y a des tas d'animaux dans chaque grotte qui ne sont jamais peints. Par exemple, à Lascaux, il n'y a pas de... Si, il y a quand même quelques pachydermes, etc. Mais par exemple, les ours, il y en a, mais ils sont cachés. Les animaux dangereux, c'est avant 27 000 ans, à peu près. Les animaux paisibles, c'est après. Mais à Lascaux, il y a un petit ours qu'on voit apparaître caché derrière un autre animal. Donc, ils sont associés entre eux, ils sont placés délibérément dans un souci esthétique évident. On gratte pour la paroi pour qu'elle change d'aspect, on utilise les anfractuosités, les reliefs. Donc, moi, j'aurais une autre façon de répondre qui est radicale. Ce qu'on appelle œuvre d'art à la Renaissance, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, c'est
tout ce qui est non utilitaire produit par l'homme dans la matière et qui inspire d'autres œuvres d'art. Or, et ça, bon, c'est sur quoi j'ai été un peu le premier à travailler de façon systématique, aucune œuvre d'art du passé n'a inspiré autant d'artistes du XXe siècle que l'art paléolithique. Donc c'est par définition, telle que vous l'avez exposé là, une œuvre d'art. Oui. C'est une œuvre d'art, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose qui vient de moi et qui va dans la matière, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. Déjà, c'est le philosophe Hegel qui disait pourquoi est-ce que les enfants adorent jeter des cailloux dans l'eau? C'est parce que les ronds que cela fait dans l'eau, ça vient d'eux, ils se retrouvent dedans, il y a un plaisir particulier. Si moi je fabrique une table, elle sera pas formidable, mais ce sera la table que j'ai faite. C'est la phrase de Victor Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, quoi. Il y a une résonance, on entre en résonance. Ouais. Et donc il y a cette universalité de l'art paléolithique qui a longtemps intrigué d'ailleurs, parce que les Néandertaliens qui sont en Europe, là depuis des centaines de milliers d'années, contrairement à ce qu'on raconte souvent, ils manifestent autant d'intelligence technique, organisationnelle, ils ont un goût esthétique, ils sont très bien organisés, la preuve, ils ont survécu sans problème pendant longtemps. Et voilà, ils ont des capacités intellectuelles et pratiques comparables à celles des Homo sapiens sapiens. La seule chose qui les distingue, pour l'instant, c'est qu'on n'a jamais trouvé une œuvre d'art à côté de squelettes et dans des lieux d'habitat néandertalien, et on n'a jamais trouvé d'habitat d'Homo sapiens sapiens, nous, sans œuvre d'art. D'où la question, enfin l'une des questions majeures que vous posez dans vos réflexions, qui est l'articulation entre l'art et le fait d'être un être humain. C'était la question initiale de notre échange, c'est-à-dire on pourrait penser spontanément que l'humanité progresse et que, chemin faisant, nous devenons de plus en plus humains et que nous avons ainsi la faculté de produire des œuvres d'art. C'est la vision spontanée qui émerge. Mais vous dites, si je comprends bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'art ferait de nous des êtres humains. C'est pas parce que nous sommes humains que nous avons la chance de pouvoir faire des œuvres d'art, c'est l'art qui nous constitue peut-être en tant qu'être humain. C'est ça votre une de vos hypothèses ou de vos idées, conclusions, je ne sais pas. C'est une proposition que je fais et donc je suis d'accord avec elle. Non, voilà. Le raisonnement est le suivant. Ceux qui ont essayé d'interpréter les œuvres préhistoriques ont fait comme s'ils raisonnaient comme nous, qu'ils vivaient mentalement comme nous, et donc ils ont essayé de traduire les œuvres avec des modes de pensée d'aujourd'hui. Magie de la chasse, cosmologie, croyances religieuses, etc. Alors, ma proposition, c'est que c'est absurde. Voilà, je vais prendre un exemple simple. Si vous rentrez au CNRS dans la division physique des particules, vous n'allez pas chercher l'endroit où on prie et vous n'allez pas non plus chercher l'objet à contempler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous rentrez dans une église, vous n'allez pas demander où est la théorie physique, ni chercher l'œuvre d'art, bien que ce soit très mêlé, bien mêlé. Ça rentre à Notre-Dame, c'est une œuvre d'art. Techniquement, c'est un chef-d'œuvre, même si jamais c'était empirique, c'était pas scientifique. Et c'est un lieu de... Mais on distingue les trois. Quand je crois, je crois. Que ce soit en Dieu ou en autre chose. Quand je connais, je connais. Et quand j'ai une émotion sensible, je sais que c'est une émotion sensible. Voilà. Alors, est-il pertinent d'imaginer qu'ils ont vécu cette distinction? Moi, je réponds absolument non. C'est impossible. Pour eux, ces trois choses ne faisaient qu'un. J'appelle ça le senti-cru pensé. Alors, qu'est-ce que c'est le senti-cru pensé qu'on trouve en effet? Alors, senti pour les gens qui nous écoutent, senti au sens où on sent les choses, cru par opposition au cuit, j'imagine, et penser... Non, pas du tout, vous allez nous dire. Ah bon, et penser, c'est la réflexion. Alors, expliquez-nous alors. Cru, c'est la croyance. Ah, pardon. C'est ça. Voilà. Je vais prendre un exemple. Un ethnologue anglais, il y a une cinquantaine d'années, va en Australie et il voit donc les individus qui vont à la chasse au marsupial, et il voit un premier individu qui dessine un marsupial sur un galet, qui le met dans le sable et qui part avec son arc, ses flèches. Il en voit un deuxième qui dessine un marsupial, qui le met dans le sable et qui part à la chasse. Alors, l'ethnologue anglais
grâce à un traducteur, il demande aux chasseurs, mais pourquoi est-ce que vous dessinez avant de chasser? Et là, les chasseurs se regardent entre eux, effarés. Ils lui disent, mais parce que vous croyez qu'on peut chasser sans dessiner? Voilà. Ça, on peut dire que c'est la preuve ethnologique que dans certains peuples, qui ont conservé des traditions pendant des dizaines de millénaires, croire et agir, c'est la même chose. De la même manière que les hachoirs en Amazonie, quand ils cueillent un végétal, ils les appellent des enfants. Ils ne vont pas mourir en fanant, on va les manger, on va les intégrer à la vie. Et donc ils les appellent des enfants. Et les animaux qui vont chasser sont des beaux-frères. Celui qui tue l'animal n'a pas le droit de le manger. Parce que, voilà, et c'est très efficace. Ils ont vécu des dizaines, des centaines de milliers d'années avec des croyances de ce genre. Et ils savaient très bien différencier tous les végétaux, les animaux. Ils s'observaient dans le ciel pour savoir si la saison froide arrivait, etc. Donc, ça n'a rien qu'on appelle aujourd'hui une connaissance. Ça n'a rien d'une religion. Ça n'a rien d'esthétique en soi. Ça n'a rien. Voilà. Mais tout ça ne fait qu'un. Donc c'est à la fois une vision du monde et des pratiques, c'est ça? Ça non ne fait plus, qu'un. ça ne fait qu'un. C'est un C'est tout. l'efficacité. D'où la combinaison, les trois termes c'est font tout. ensemble, Voilà. senti, cru, pensé. Donc, mon idée, c'est qu'on ne pourra jamais traduire en un autre langage, les œuvres paléolithiques, de même que si on dit que Picasso a peint Guernica pour protester contre une guerre, c'est idiot. Il savait signer une pétition, il savait faire un tract, il savait parler. S'il a fait Guernica, c'est une œuvre d'art. C'est voilà, un prétexte à peindre, comme disaient les peintres. Ce qu'il peigne est un prétexte à peindre. Quand Picasso peint Dora Maar, c'est pas Dora Maar, c'est un Picasso. Donc ces gens-là, quand ils peignent, en fait, je pense que c'est la totalité de leur univers mental qu'ils ont face à eux. Et donc c'est à la fois une croyance, une connaissance, un plaisir esthétique qui n'est plus totalement nouveau, puisqu'ils l'ont connu à travers des bijoux, à travers d'autres émotions. Et donc c'est la totalité de leur univers mental. Et alors ce qu'il y a, c'est que si jamais, là par exemple je parle, je rectifie, je suis en train de parler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit je parle, mes paroles sont sorties de moi, donc je les perçois et je les modifie. Se mettre mentalement dans de la matière, que ce soit de l'écrit ou de la peinture, etc., c'est se voir en face et donc se comprendre et se complexifier. Donc, ce sont les premières écritures, les premières cosmologies, les premières mythologies. Et c'est ça qui est profondément humain, c'est ce que vous voulez dire? Et voilà, et c'est comme ça que les humains ont fait les premières numérations, d'ailleurs, dans des cupules à rythme de 4x7, les quartiers lunaires et le cycle féminin d'ailleurs. Et ça a un lien, on trouve même des statuettes avec 28 entailles sur une petite statuette féminine, 28, et ce sont les quartiers lunaires, ça, on le sait, pour les saisons, pour eux c'est décisif. Donc c'est dans ce va-et-vient entre leurs œuvres d'art, et ils n'ont que ça comme expression intellectuelle dans la matière, et ce qu'ils en retirent comme émotion, que nos capacités actuelles se sont formées avec des millénaires et des dizaines de millénaires. Donc c'est pas parce qu'ils sont devenus humains physiologiquement qu'ils ont peint, c'est parce qu'ils ont peint, qu'ils ont sculpté, qu'ils ont développé en eux les qualités qui définissent aujourd'hui un humain. Et je me dis que quand on sait ça, on peut juger à travers le sort qui est fait aux arts plastiques dans le système éducatif aujourd'hui, comment on perçoit l'humanité. Rien ne serait plus important. Il y a les activités physiques, bon déjà qui sont marginalisées dès que l'école devient sérieuse, mais les activités esthétiques devraient être une des composantes. À l'école maternelle, c'est une composante essentielle. Dans le primaire, encore un peu. Puis après, au collège, on fait des choses sérieuses. On fait des maths, on fait etc. Mais pour devenir pleinement humain, eh bien, il faut réussir à développer toutes ces choses-là. On croit à des tas de choses, que ce soit en Dieu ou en soi-même ou dans les autres, ou dans la politique ou dans l'humanisme, tout ce qu'on voudra. De toute façon, on est forcé de croire, puisqu'on ne peut pas tout démontrer et qu'on ne peut pas tout devancer. On a besoin d'avoir des émotions esthétiques, on a besoin d'avoir des connaissances rationnelles. Nous, aujourd'hui, si on enlève l'un de ces éléments, est-ce qu'on est totalement humain? Moi, je réponds non. Et je pense que les artistes du XXe siècle ont ressenti ça très très fort.
Et le livre que j'ai publié, Préhistoire de la beauté, ce qui m'a étonné le plus, c'est que ce sont des peintres contemporains qui m'ont contacté en me disant « En lisant ce livre, on a compris ce qu'on faisait aujourd'hui. » C'est-à-dire que vous dites au fond, si je résume probablement de manière imparfaite, mais l'art est quelque chose qui me permet de parler de moi et de parler aux autres, et de manière non fonctionnelle. C'est-à-dire une œuvre d'art, ça n'est pas un outil, c'était le premier point que vous évoquez. Donc c'est un premier vecteur de dépassement de soi-même et d'entrée en relation avec les autres, ceux qui sont autour de nous et ceux qui nous suivront dans les générations futures, dès lors que l'œuvre d'art a une pérennité. Et en même temps, ce n'est pas non plus un outil. Donc c'est quelque chose qui, en effet, parmi les espèces animales, est assez rare. On peut peut-être considérer que seul l'être humain est en mesure de faire ce dépassement. Même nos cousins les plus proches ne l'ont pas fait. Mais moi, je prends toujours, comme prof, un exemple. Voilà. Je veux écrire une lettre d'amour. J'essaye. J'y arrive pas. Ma corbeille est pleine déjà de brouillons. Je dis je t'aime, mais j'aime aussi le camembert, j'aime le vin, j'aime courir dans la forêt. C'est le même mot. Alors, je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas. Je suis fatigué, je vais au cinéma. Je vois un très grand film, pas un film avec des poursuites ceci, machin, mais il y a un chef-d'œuvre. Ce n'est plus une distraction. Quand je sors, j'ai le sentiment d'avoir compris ce que c'était le sentiment amoureux. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'un japonais cinéaste qui fait un film sur le Moyen-Âge japonais, il met en scène une femme, je suis un homme, je suis français, du XXe siècle, je ne suis pas du Moyen-Âge, et tout ce que je ressens, que j'arrive pas moi à l'exprimer, c'est dans le film. Donc, je ne comprends pas, mais ce que je sens relève aussi de la vérité. Et je pense que l'art, c'est un moyen irremplaçable. S'il n'y avait que ça, sans la raison, sans etc., on peut faire n'importe quoi. Mais c'est irremplaçable comme une des composantes essentielles de ce qui définit un humain. Et c'est pourquoi on ressent quelque chose d'extraordinaire dans un concert. Si jamais on est enthousiaste, toute la salle se met à se lever et à applaudir. On communie à quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais une émotion universelle. Pareil pour un grand roman, pour une exposition de peinture, on est dans une complicité humaniste complète. On a besoin de rien d'autre à ce moment-là. Et je crois que c'est une très belle conclusion, d'autant plus que nos réflexions sont consacrées à l'art de vivre. Donc vous nous expliquez que l'art, au sens premier du terme, contribue au fait de vivre et de vivre en tant qu'humain. Et alors nous allons prolonger, puisque vous êtes un invité exceptionnel, Jean-Paul Jouary, nous allons prolonger ces réflexions dans un autre podcast que vous retrouverez dans quelques mois autour de la question de l'esthétique. Donc nous allons prolonger bien entendu ces éléments d'appréciation autour de l'esthétique, peut-être de l'art de vivre aussi, avec un certain nombre de philosophes. Donc merci infiniment Jean-Paul Jouary pour cette première édition. Merci infiniment. C'était un podcast Bloom Time réalisé par Lucia Soucias et François Mickey Marty. Merci beaucoup et à très bientôt Jean-Paul Jouary. À très bientôt.